Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et aujourd'hui, j'ai en ma compagnie un co-animateur. Pour l'émission d'aujourd'hui, il s'agit du pasteur Frédéric Bican de l'Église Action Biblique de Grâce. Bonjour Frédéric, bienvenue à Coram Deo. Bonjour Pascal, c'est un plaisir d'être de retour sur Coram Deo. Et co-animateur pour pouvoir interviewer avec moi Yannick Imbert de la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, professeur d'apologétique, également un habitué de Coram Deo. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui, Yannick. Merci beaucoup Pascal et c'est un plaisir d'être de retour sur le podcast. Alors, vous êtes deux invités, mais c'est toi qu'on interviewe parce que, en fait, tu as publié un article il n'y a pas si longtemps sur le Girl Cut. Ici, ma prononciation n'est pas adéquate là, pour les Européens, vous me corrigerez. Et puis là, ça a titillé le pasteur Bican qui a dit là, j'aimerais bien qu'on discute avec Yannick sur son article. Il y a des bons points, il y a des éléments de réflexion, mais des questions à poser. Fait qu'au lieu de te poser en privé, on a décidé de te poser en public. Mais j'aimerais que tu nous mettes un peu en contexte. Tu nous parles d'un mot qu'on n'a jamais entendu, le girl cut, par opposition à boycott. Donc, que signifie ce mot? Qu'est-ce que ça révèle sur notre époque? Et pourquoi tu as décidé d'écrire un article sur ce sujet-là? Merci Pascal. En fait, pour le petit contexte, je suis tombé sur ce mot qui était nouveau pour moi aussi quand je l'ai rencontré. Parce que je suis un fan de BD et donc tous les ans, je me tiens un petit peu au courant de ce qui va se passer au festival de bande dessinée d'Angoulême, où j'ai encore jamais eu le temps d'aller, mais un jour peut-être. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai appris qu'il risquait d'être annulé. En fait, il a été annulé, du coup, à cause d'un girl cut. Donc c'était le gros titre, hein. Bien sûr, les gros titres sont très accrocheurs. Je me suis fait, je suis tombé dans le bait click et j'ai cliqué sur l'article. Bon, cette fois-ci, l'article était un petit peu plus complet, donc j'ai découvert qu'en fait, il y avait tout un mouvement contre les organisateurs du festival d'Angoulême il y a quelques années, par un mouvement de plusieurs autrices de bande dessinée, pour des raisons qui, honnêtement, ont l'air tout à fait légitimes, hein, d'harcèlement, de paye, de violence psychologique en particulier. Donc, sur les circonstances elles-mêmes, il me semble que c'est quand même bien légitime. Mais c'est vrai que j'ai accroché sur le mot girl cut. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, j'ai cherché un petit peu. Alors, voilà, ce qui est marrant pour moi, c'était un petit peu le sens de l'article. J'ai décidé d'en faire un article, pas sur le fond du problème. Bon, encore une fois, là, franchement, vu ce qui s'est apparemment passé, j'ai aucune critique à formuler, mais sur le fait même qu'on ait créé un nouveau mot. Donc, au lieu de simplement dire on a boycotté le festival, on a girl coté. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis demandé à quel point on a besoin de nouveaux mots quand on décrit ce qu'on fait, quand on décrit la société. Et bien ça, bien sûr là, le girl cut, c'est un mot qui a été créé pour faire un parallèle, hein, au boycott. Sauf que c'est pas des hommes qui vont boycotter, c'est des femmes qui vont girl coter, si je peux dire comme ça. Et c'est vraiment intéressant à ces mots, dire d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire. Que j'ai réalisé qu'en fait le boycott, dont je connaissais pas du tout l'origine, était pas l'association de boy, hein, et cut, qui veut dire rien d'ailleurs, mais c'était le nom d'un grand industriel fermier, je crois britannique, non irlandais, non justement pas britannique, irlandais, qui pour des raisons de maltraitance de ses ouvriers, s'était fait le premier boycotté quelque part dans la fin du 19e. Et en fait, le nom est resté. Et on parle maintenant de l'attitude de retrait comme ça, comme d'un boycott. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et très symptomatique de notre société, c'est qu'on crée quelque chose. Boycott ne suffit pas parce que dedans, il y a le mot boy. Et nous, on est des femmes.
Et c'est une réaction qui est quand même très intéressante à analyser. Le mot n'a aucun renvoi, le boycott n'a aucune connotation de genre, mais comme il semblerait, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de type genré, homme, du coup, on va faire autre chose. Et c'est cette réaction-là qui m'a fait poser la question de savoir si parfois on réagit pas au langage et qu'on n'utilise pas le langage de manière très idéologique. On veut dire quelque chose de bon, ok, mais en fait, on va presque un pas trop loin en instrumentalisant le langage. Et c'est ça qui me fait réfléchir. Alors, parce qu'aussi, je suis en tout cas dans un cours aussi sur la théologie du langage de Jacques Ellul ici à la fac. J'ai parlé de théologie du langage aussi à la conférence Parole et réseaux sociaux ce printemps 2026. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui reste avec moi pendant plusieurs mois. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un article pour Évangile 21. C'est un petit peu l'arrière-plan d'article. Alors après, qu'est-ce que ça dit du monde? Alors là, je peux aussi continuer d'en dire un petit peu. Vous savez, les amis, il faut m'arrêter parce que je parle pendant 1 heure sans qu'on m'arrête. Et justement, moi, j'avais envie de t'arrêter là, juste pour te permettre de continuer. Mais moi, j'ai été attiré par, en effet, le titre, puisque je survole de temps en temps les publications d'Évangile 21, et puis voilà, quand un titre m'accroche, je me dis tiens, j'ai trouvé ta réflexion intéressante, mais là où tu m'as pris au piège, en fait, d'une certaine manière, et c'est très bien, et tu m'as amené à réfléchir et à réagir, c'est que ta démarche, ton accroche, elle était plutôt, alors je fais exprès d'utiliser avec des guillemets, conservatrice, c'est-à-dire qu'elle critiquait une forme de dénaturation du langage qui est plutôt propre au woke, qui est de dire, voilà, dès qu'on identifie le patriarcat judéo-chrétien tapis dans le vocabulaire, on s'en distance et on invente un nouveau mot. Et donc, tu m'as pris sur mon point faible, puisque moi, c'est ce genre de critique me convient bien, naturellement, on va dire. Et au cours de l'article, tu changes ton fusil d'épaule, ou plutôt tu vas jusqu'au bout, et c'est très honnête, et tu te dis, plutôt que de contenter de régler tes comptes avec ce travers politiquement correct du wokisme qui veut revisiter toute la culture en mettant fille accrochée à n'importe quel mot, tu vas jusqu'au bout en disant, en réfléchissant, en nous amenant à réfléchir sur le caractère idéologique du vocabulaire qu'on utilise, et en disant... de la même manière, et finalement, tu renvoies dos à dos les deux tendances. Est-ce que dans le monde évangélique, on n'a pas tendance à utiliser le terme conservateur avec une connotation idéologique qui pourrait être regrettable parce qu'on fait rentrer, alors j'utilise mes mots et tu corrigeras, et je pense que Pascal et moi, on va te poser des questions après là-dessus, mais est-ce qu'on fait pas rentrer à coups de marteau des notions idéologiques, politiques, sociales, culturelles dans la sphère ecclésiale et théologique, en empruntant un vocabulaire qui sur les réseaux sociaux veut dire une chose, dans les médias veut dire une chose, et qui dans le monde évangélique veut dire à la fois cette chose et d'autres choses qui devraient être plus nuancées, et dont les nuances disparaissent parce que on a utilisé un vocabulaire connoté, donc le mot conservateur. Et donc je veux dire que tu m'as bien piégé avec ton article, parce que je me suis dit il va encore casser du woke, et ça m'amuse, et je me suis retrouvé dans la position de ceux sur lesquels finalement tu tirais un peu à boulet rouge, fraternel, mais quand même, ceux qui se disent un peu trop facilement conservateurs. Ouais, moi, alors, ils se disent pas trumpistes, ce qui serait... ce qui n'est pas conservateur, non, tellement. Voilà. Il y a peu d'évangéliques en France qui se disent trumpistes, en fait. Ouais, je pense aussi. Bon, après, ce que tu décris, Fred, en fait, en écrivant l'article, c'est l'exemple typique de se prêcher à soi-même. En fait, j'ai réfléchi parce que je refuse pas l'étiquette quand on dit par exemple que la fac d'Aix est conservatrice. Bon, maintenant du coup je le ferai peut-être, mais tu m'aurais dit ça il y a 1 an. Oui, théologiquement, au niveau de ces entre guillemets valeurs,
Pareil, là, il y aurait tout un truc à faire sur qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de valeur. Ok. Alors, à la défense de Fred, il faut dire quand même que la rare capacité à toujours changer les mots ou à transformer le contenu même des mots, c'est quand même un petit peu typique, il me semble, ou un petit peu plus typique d'un positionnement entre guillemets donc progressiste, justement le conservateur progressiste, surtout les 20-30 dernières années. Hein. Bon, alors en disant ça, c'est vrai que j'ai été pas mal influencé par divers auteurs, notamment un auteur que les auteurs connaîtront peut-être, hein, qui est Carl Trueman, parce que certains de ses livres sont maintenant en français, hein, et dans lequel Carl Trueman lui-même décrit bien la facilité avec laquelle le mot finalement ne veut rien dire en soi, on le change, c'est une coquille vide et on met ce qui nous arrange dedans. Et ça, c'est très typique du monde contemporain. Donc, voilà, il y a quelque chose quand même qui vient peut-être plutôt d'une aile gauche, mais qui me semble, on peut tous avoir ce danger-là de tomber dans on prend un mot parce que ça nous arrange un petit peu, pour le dire comme ça quand même. Hein. Ça nous arrange de faire faire des catégories, c'est normal, c'est très humain. On peut pas faire la liste de toutes les personnes dans Yannick, Pascal, Fred Bican, Jean-Philippe Bru, Pierre-Sylvain Chauny, puis on fait la liste de tous ceux qu'on connaît, on dit ils partagent une même vision. On oublie de faire des catégories. Mais à quel prix? Et tu as parlé de idéologie. Alors c'est ce mot-là, moi, qui me faisait réfléchir à cette théologie du langage aussi, parce que on peut avoir tous tendance à idéologiser les mots par facilité et justement pour exclure certaines personnes ou certains mouvements de pensée. Je dis pas que tous les mouvements de pensée sont égaux, hein, mais on le fait parfois trop facilement. Alors, dans ma réflexion sur l'idéologie, alors je rapproche aussi conceptuellement ça de la réflexion de la Bible sur les idoles, mais j'ai recyclé aussi à l'occasion quelques commentaires d'un philosophe, alors plutôt de gauche d'ailleurs, slovène, qui s'appelle Slavoj Žižek, et qui dit que finalement l'idéologie, c'est tout rassembler dans un seul terme et ne rien laisser autour. Et donc, moi, je dis tout ce qu'il y a d'important à dire, et comme moi, j'ai dit tout ce qu'il y avait d'important, les autres, en fait, n'ont plus de crédibilité, de légitimité, parce que moi ou mon mouvement, on a tout dit. Et j'ai parfois l'impression qu'en fait, on réagit un petit peu comme ça. Alors, pour tout ce qui est du féminisme un petit peu plus radical, où on ramène tout à on est féministe ou on est patriarcat dans le plus mauvais sens du terme, et il n'y a rien au milieu. Et c'est un petit peu ça le comportement idéologique. Hein. Il n'y a plus rien. Et ça correspond bien aussi, je pense, au mouvement très polarisé de la société. Donc, on est conservateur ou progressiste, et vous êtes dans l'un des deux cas. Et si c'est moi qui te demande, Fred, tu es conservateur ou progressiste, en fait, si tu dis, bon, je sais pas, je me prononce pas, il faut que je réfléchisse, t'es mon ennemi, quoi. Si tu ne te positionnes pas avec moi, tu es contre moi. Et j'ai parfois l'impression qu'en fait, on fait trop rapidement des catégories qui servent à ça. Et donc, c'est là où j'ai réfléchi à la manière dont on peut, du côté gauche, parler par exemple du patriarcat, mais du côté qui est un petit peu plus, le mien aussi, hein, j'avoue, où je peux parler par exemple de wokisme, en mettant un petit peu tout dedans, même des choses qui sont plus ou moins du wokisme, hein, par exemple un féminisme traditionnel qui vient des années 70-80. Bon, maintenant on a tendance à tout mettre dedans, c'est pas forcément le cas non plus. Et donc conservateur, je mets ceux qui m'arrangent. Et puis si jamais quelqu'un finalement une fois est pas assez conservateur, bon, ce sera un petit peu le traître du moment conservateur. Hein. Mais je crois que c'est très naturel. On fait ça justement pour délimiter les frontières entre ce que je crois, qui sont un petit peu dans mon groupe, et comment on est aussi en distinction avec d'autres personnes, d'autres mouvements. Donc c'est en partie légitime. Excuse-moi, tu as raison. Moi, je trouve que je me suis vraiment senti concerné quand tu as exprimé ça dans ton article. Et ce que tu développes là, ça me parle. C'est-à-dire que un sujet qu'on a abordé de temps en temps avec Pascal, le rapport entre la foi, le positionnement
de la vision du monde des chrétiens, et puis la société où on vit et le rapport au monde politique fait que parfois on est sur des rails, et que ces rails-là, on pense que ce sont les bons, et peu à peu on s'aperçoit qu'on est sur les mauvais rails qui ont été parallèles pendant un temps. Alors selon qu'on est sensible aux gens qui souffrent, ou plutôt qu'on est sensible à l'ordre, on va être sur des rails conservateurs ou progressistes, mais ces rails peuvent nous éloigner de la foi. Et donc ça, je l'entends, et je comprends ce que tu dis, et je pense que c'est vrai. Tu mets le doigt sur un fait que le mot peut dresser une barrière, je dirais pas une barrière entre les chrétiens et le reste du monde. Je dirais, ça me semble légitime, puisque quand même le Nouveau Testament nous invite, et puis l'Ancien aussi, sortez du milieu d'eux, mon peuple, etc. Il y a quand même cette idée, séparez-vous du reste du monde. Néanmoins, et dans la proclamation de la Nouvelle Alliance, il faut quand même qu'on ne soit pas retiré du monde, mais qu'on reste en contact pour pouvoir proclamer l'Évangile, parce que si on se retire tous dans le même couvent au sommet de la montagne, on va évangéliser personne et on va trahir le mandat missionnaire de Christ. Donc, on ne peut pas ériger une barrière, et il faut faire attention même dans le vocabulaire qu'on emploie pour qu'il n'y ait pas une barrière vis-à-vis des gens qu'on devrait évangéliser. Ça, je l'entends. Et aussi, j'entends dans ce que tu dénonces que entre chrétiens, là où normalement il ne devrait pas y avoir de barrières, on risque de dresser des barrières de type idéologique entre différents mouvements du christianisme. C'est ça. Et ça, je l'entends. Je veux essayer de pas être coupable de ça, et en même temps, je ne sais pas comment faire, parce que de fait, n'importe quel mouvement humain important est animé par des courants différents qui vont avoir des visions du monde légèrement divergentes. Au sein même des évangéliques français, qui sont pas très nombreux, on est à peu près 1 million, et il y a déjà tout un tas de courants différents qui vont être exprimer différentes nuances théologiques, ceux qui vont être plutôt, disons, dans le désir de rassembler, de faire l'Église une à toute force, ceux qui vont être dans le désir d'incarner une tendance doctrinale très intègre et très marquée. Et là, j'entends ce que tu me dis. Je pense qu'on doit être sans arrêt en train de se dire comment on fait pour rester respectueux de ceux qui sont nos frères et sœurs en Christ, même s'ils ont un point de vue légèrement différent, et que le vocabulaire que j'utilise ne soit pas tellement radical qu'il suggère que ce sont des adversaires, alors que ce ne sont pas des adversaires. Mais en même temps, et avec Pascal, on se posait cette question, mais ok, on n'utilise pas conservateur, mais alors qu'est-ce qu'on utilise pour désigner finalement le courant, la vision des choses qu'on veut animer, qui est de dire, on est fidèle à une autorité de l'écriture, à une continuité de l'orthodoxie chrétienne qui s'est transmise depuis les apôtres Augustin et les réformateurs, qui est plutôt non charismatique, qui est plutôt, etc., calviniste. Comment on va désigner ça, sauf sans empiler tout un tas de termes qui n'auraient de sens que pour les geeks de la théologie, avec 18 termes à coller les uns à côté des autres pour dire, alors voilà, je suis chrétien, orthodoxe, néo-calviniste, machin, cessationniste, congrégationaliste, machin. Et bon, c'est très bien tout ça, mais il faut une demi-heure pour décliner mon identité, alors que le terme conservateur aura parlé assez clairement à la majorité de mon auditoire, et à moi de le nuancer ensuite. Ouais. C'est en fait, pour revenir à ce que tu dis, Fred, je pense que c'est tout à fait légitime de trouver des mots qui désignent certains mouvements. Alors entre chrétiens et non chrétiens, absolument. Déjà chrétien, ça désigne celui qui appartient à Christ. Et là, je pense que l'Écriture, Nouveau Testament, est assez clair sur le fait qu'il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone d'ombre. Pareil, le coup c'est toujours, il y a toujours des zones de gris partout. Souvent dans les quotidiennes, oui, mais c'est pas toujours le cas. Il y a le en Christ en Adam, pour Paul en 1 Corinthiens 15, ça semble être assez clair. Donc je pense qu'il y a des catégories. Encore une fois, on est obligé d'utiliser des termes comme ça, qui sont un petit peu généraux. Et même à l'intérieur du christianisme, et en particulier évangélique, moi je pense que c'est tout à fait légitime d'avoir des appellations, y compris de dénominations.
moi, je suis pas anti-dénomination. Je considère pas que l'existence de différents courants d'église est le simple résultat du péché de la chute. Je pense que c'est aussi je pense que s'il n'y avait pas eu de chute, on aurait eu des mouvements différents, des manières différentes d'adorer Dieu. Peut-être qu'on aurait eu des étiquettes aussi. Hein. Je sais pas s'il y en aura dans le royaume. Donc, on le fait. La question, c'est plus la relation idéologique. C'est pas forcément l'existence de termes pour désigner. Voilà, certains sont plus. T'as parlé de néo-calvinisme. Ok, ça c'est un mouvement bien défini pour nos auditeurs. Peut-être qu'il y a un podcast que vous avez fait sur ce mouvement-là. Sinon, il y a pas mal de recherches, de ressources en ligne. Donc moi, ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'on peut désigner des mouvements différents. En fait, je pense que c'est très utile. Ça permet aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans notre monde évangélique? Voilà, il y a différents courants. Il y a des courants néo-calvinistes, il y a des courants réformés charismatiques, etc., etc. Oui, mais si tu permets, Ouais. tu as raison. Si tu permets, c'est que le vocabulaire, disons, théologique, néo-calviniste, néo-charismatique, etc., ça a un sens précis pour les gens qui connaissent le monde C'est évangélique. ça, c'est ça. La difficulté avec Girl Code conservateur ou progressiste, c'est que là, c'est un vocabulaire qui est commun à toute la société dans laquelle on est et qui est chargé d'un sens beaucoup plus complet, plus large que simplement propre, qui est pas propre au monde évangélique, je veux dire. Et donc le fait qu'on le réutilise dans le monde évangélique ou dans le monde ou parmi les chrétiens, et que d'ailleurs les médias eux-mêmes l'utilisent, parce que maintenant, quand il y a un événement qui implique les milieux chrétiens, moi j'écoute régulièrement France Inter, quand ils veulent rhabiller quelqu'un en le discréditant, ils vont dire ça c'est les chrétiens conservateurs des États-Unis ou alors les catholiques conservateurs. Et là, pour leurs auditeurs, ils ont mis, on va dire, une cible dans le dos de la personne qui a priori la discrédite, puisque pour eux c'est un élément discriminant, alors que pour nous ce serait l'inverse. Si je peux à mon tour juste compléter un peu en citant une partie de ton article, Yannick, tu dis je suis ainsi frappé de l'utilisation de plus en plus fréquente du terme conservateur pour désigner certaines églises et mouvements évangéliques. Je comprends tout à fait ce que, entre guillemets, église conservatrice est censée désigner, tant sur le plan théologique, maintien d'une théologie claire de l'inspiration de l'Écriture, que sur le plan éthique, opposition à l'avortement, par exemple. Ce n'est pas le contenu désigné qui est, à mon avis, discutable, mais le terme conservateur. L'utiliser pour désigner un ensemble d'attitudes nourries par une théologie évangélique, c'est aussi idéologiser le langage. Nous prenons un terme chargé de sens politique, social et culturel et nous l'utilisons pour créer une frontière un peu artificielle entre nous et les autres. Donc, finalement, ce que nous mettons sous le terme est acceptable, est bon, est biblique, sauf que le mot conservateur semble inclure plus que ça aujourd'hui dans le langage populaire et qu'on devrait peut-être faire attention de ne pas trop s'y associer. Est-ce que c'est un peu ça la mise en garde? Voilà, c'est un peu ça la mise en garde. Hein, c'est le rapport au mot et à ce que le mot va évoquer. En fait, c'est toujours, encore une fois, c'est le rapport à ce que le mot veut dire. Et c'est de dire de ne pas tomber dans le piège qui est un petit peu, parfois on dit la plasticité du langage. Le langage est, encore une fois, la coquille vide et on met ce qu'on veut dedans. Du côté parfois gauche, on fait beaucoup ça. Donc du coup, femme, c'est un petit peu ce que vous voulez. Hein. Si je m'identifie comme femme, homme, quel que soit mon genre biologique, je fais ce que je veux. Et qui êtes-vous pour me dire que je ne le suis pas? Et dans conservateur, on met quoi? Et du coup, pour moi, c'est vraiment de se dire, attention, quand je fais ça, est-ce que je ne considère pas moi aussi? Et moi, je me mets dedans, hein, parce que je suis de ce côté-là plutôt aussi. Je me dis, est-ce que finalement, quand moi je dis conservateur, je fais pas la même chose? Conservateur, c'est un terme qui est un petit peu la coquille vide, et je mets dedans tout ce qui m'arrange. Puis je vais laisser de côté aussi des positions qui sont pas hors évangélique, mais qui sont peut-être pas forcément les miennes. Là, j'essaie de me secouer un petit peu moi-même en disant, est-ce que Yannick, t'es pas aussi en train de faire pareil parfois? Si je me pose la question, donc le coup de la coquille vide, hein, c'est parce qu'en fait, moi je suis convaincu que
le langage peut pas vouloir dire tout n'importe quoi, en fait. Alors, le langage est fluide. Ça veut dire que conservateur, ça veut pas forcément dire tout à fait la même chose pour tout le monde. Absolument. Le langage humain, c'est pas de la mécanique, hein, c'est pas des rouages bien agencés, c'est un peu plus fluide. C'est pour ça qu'en fait, au quotidien, on est obligé de discuter, de se dire, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Est-ce que je te comprends bien? Ben, c'est ce qu'on fait maintenant. Hein. Est-ce qu'on se comprend bien quand on parle de conservateur? C'est bien ça qu'on veut dire. Donc, il y a une fluidité du langage, mais le langage peut pas tout vouloir dire. Alors, il y a une question que tu posais, Fred, c'est-à-dire, bah, du coup, et c'est peut-être j'aurais dû faire le Girl Code 2.0 par la suite. C'est ok, mais alors si on parle pas de conservateur, on dit quoi? Parce qu'encore une fois, le coup de la théologie un petit peu obscure et ésotérique, c'est d'utiliser des termes très précis. Donc on est confessionnel, néo-calviniste, etc., etc. Alors déjà, ça rassemblerait qui, si on met tous ces adjectifs-là? Bah, 2 ou 3 églises, hein, parce qu'on a tous quand même quelques petites différences. Même entre les conservateurs, on a des approches différentes. Alors, pour moi, bon, j'ai pas encore de solution sur le qu'est-ce qu'on dit à la place, mais ce qui pour moi est aussi intéressant quand on réfléchit à comment on s'exprime du coup, c'est un vieux principe de théologie. En fait, c'est probablement le premier principe de réflexion théologique que moi j'ai appris à la fac ici à Aix. Et je pense que ça m'a un petit peu traumatisé parce que du coup, je m'en rappelle presque 30 ans après. C'est de se dire, en fait, en théologie, quand on réfléchit, qu'on parle, on utilise des mots. On parle de confessionnel, on parle de orthodoxe ou évangélique ou libéral, etc. Mais on essaie de distinguer ces mots-là sans radicalement séparer. C'est mon professeur d'éthique à l'époque, Michel Lyonner, qui avait toujours un peu martelé ça pour les étudiants. La théologie essaie de distinguer sans séparer et d'unir sans confondre. Et Paul Wells, professeur de dogmatique, avait rajouté. Donc oui, on est évangélique, donc on unit des positions différentes, mais on confond pas, parce qu'en fait, il y a des évangéliques qui sont plus ou moins progressistes ou conservateurs. Pareil, on distingue. Ben, on n'a pas tous dans le monde évangélique la même attitude, par exemple, par rapport à ce qu'est l'avortement. Qu'est-ce que l'avortement et son acceptabilité ou pas. Donc, on distingue, mais on sépare pas radicalement en mettant la frontière. Là, on est en dehors de la foi chrétienne. C'est un petit peu ça que je cherche aussi en questionnant notre utilisation du terme conservateur. Et du coup, la question finale, hein, et ça c'est la question piège pour moi, du coup, c'est ok Yannick, partons du principe qu'on te suit, et donc qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On parle d'église ou de mouvement. Si on dit rien, on peut rien qualifier, on peut rien dire. Quel mot utilise-t-on? Alors là, si vous me poussiez, les amis, dans mon retranchement, je dirais, ok, tentons conservateur, mais là, du coup, il y a plusieurs choses, je pense, qu'il faut faire quand on utilise un mot qui est chargé de sens. Le premier, c'est qu'il faut vraiment faire un travail de fond pour se dire, ce mot-là, quand on se l'attribue ou quand le monde séculier nous l'attribue, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on est très dans le quotidien, le terre à terre, on dit ok, c'est un mot qui nous convient, on sait ce que ça veut dire, on le prend. Et peut-être c'est de dire ok, mettons pause les gars, qu'est-ce que le monde entend et qu'est-ce que les autres chrétiens entendent aussi. Et après, dans un deuxième temps seulement, dire bon, alors maintenant qu'on a les yeux ouverts et qu'on a les oreilles ouvertes sur ce que ça veut dire, ok, on l'utilise, mais du coup, on peut aussi mieux l'expliquer. On dit, ok, par conservateur, on entend une église qui. Parce qu'en fait, église conservatrice, là, dans l'article, hein, c'est bien, tu as lu ce qui était entre parenthèses, mais en révisant l'article, je me dis, ok, si en théologie, je devais dire quels sont les traits principaux d'une théologie entre guillemets évangélique conservatrice, ce serait quoi? Alors, bien sûr, l'inspiration de l'écriture. En même temps, c'est pas particulier nécessairement à des évangéliques conservateurs. Du coup, c'est quoi d'autre?
Ok, en éthique sexuelle et familiale, l'avortement, mais est-ce que ça suffit? Et en fait, pour moi, c'est les frontières de ce mot-là, comment on les définit de manière assez précise pour que ça veuille vraiment dire quelque chose. Et en fait, en réfléchissant à ce terme conservateur, je sais pas si je suis arrivé moi-même en me disant, ok Yannick, est-ce que tu es un théologien conservateur? En fait, sur beaucoup de trucs, je suis non seulement conservateur, mais un peu traditionnaliste. Hein. Tiens, d'ailleurs, un autre mot. Ok, qu'est-ce que ça veut dire traditionnaliste? La tradition de qui et laquelle? Mais donc, les mots-là, comment on les définit? Ça veut dire quoi? C'est pour se forcer nous-mêmes, qui sommes plutôt dans ce côté-là, hein, à se dire, quand je dis conservateur, est-ce que j'utilise un mot qui, en fait, je ne sais pas le définir, mais tout le monde s'imagine quelque chose dont je l'utilise, ou est-ce que c'est un mot qu'on peut arriver ensemble à définir? Et là, c'est l'aboutissement de ma question-réflexion. Hein. J'ai pas de réponse comme ça. Et cet article-là, c'est l'exemple même d'un article que je réfléchis en même temps que je l'écris. Ouais. Alors, il y a des choses quand même où je pense avoir des trucs en tête, mais voilà, c'est une réflexion à continuer, il me semble. Hein. Ouais. Moi, je dirais, vas-y, alors Pascal, vas-y. Non, vas-y, t'es lancé. Ben, je dirais que moi, ce que tu m'amènes à réfléchir là, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles, c'est et en me rappelant ton article et ce que tu commentes, c'est que finalement le mot conservateur ne veut pas être une fin en soi, et le danger, c'est quand on en fait justement comme s'il portait implicitement des valeurs, et que le but, c'est d'être conservateur à tout prix, quel que soit le sujet, alors que ce serait absurde, et là, on serait en train de lâcher la proie pour l'ombre. On lâcherait l'essentiel, qui est le contenu scripturaire, pour s'attacher à un mot, juste pour le plaisir d'être anti-woke, ou contre des gens qui nous énervent, dans le progressisme, ou des mouvements qui, dans le monde évangélique, dont on voudrait se démarquer, et alors on utiliserait conservateur, et finalement, ça n'exprimerait pas des sentiments très honorables, et on risquerait de se laisser entraîner de plus en plus dans une posture qui est, moi de toute façon je suis conservateur, comme si c'était une vertu d'être conservateur, simplement, voilà. Et je pense que tu m'encourages à réfléchir, à être précautionneux, ce que je suis pas toujours, dans l'usage de ce mot, pour pas le balancer dans mes phrases, comme si c'était une espèce de label cachère là, hein, voilà, tac, conservateur, ça veut dire que je suis du bon côté, et puis tous ceux qui sont pas comme moi. Et il y a probablement des nuances à avoir, et peut-être des adjectifs à adjoindre à conservateur, et aussi veiller à avoir une forme de respect quand on utilise ça, ou des nuances en disant de ce point de vue-là, je suis conservateur, mais et là, je dirais que la réflexion qui me semble complémentaire, que tu as effleurée tout à l'heure, c'est la réflexion qui a été, recueillie dans le livre de James Elliott Hutchinson, Sacré désaccord sur la hiérarchie des doctrines, et qui fait que moi, il y a vraiment, je suis obligé d'être respectueux de tous les gens que je reconnais comme des chrétiens, et il me semble que le conservatisme tel que moi je le conçois, et probablement vous aussi, il est plutôt dans des doctrines de rang B, alors que les doctrines de rang A, qui sont centrales dans le christianisme et qui sont nécessaires pour être considérées comme chrétiens, elles vont pas forcément impliquer ce que nous on mettrait dans le conservatisme. Et pour moi, le conservatisme, donc en doctrine de rang B, ça veut dire avec qui je peux collaborer sur des projets, mais ça veut pas dire qui je dois respecter. Je dois respecter tous ceux qui sont chrétiens à l'intérieur du christianisme, et j'ai pas le droit d'avoir du mépris, même si je juge que ces personnes sont progressistes à mes yeux. C'est une doctrine de rang B, ou on va dire une tendance de rang B, et du moment qu'on n'a pas jeté la doctrine de la Trinité, l'inspiration de l'Écriture ou la mort expiatoire de Christ à la poubelle, où là on doit respecter les gens, mais ils sont plus chrétiens. Donc là, la limite, elle devient claire, et c'est la Bible elle-même qui l'établit, sans qu'on ait besoin de s'appuyer sur conservateur. Et pour moi, le conservatisme, ou le progressisme, ils vont vraiment concerner les tendances qui sont des doctrines de rang B, voire de rang C. Moi, je dirais plutôt de rang B, parce qu'elles vont orienter les visions d'église, les visions de projet, et les cercles avec lesquels on va pouvoir collaborer de façon active ou moins, en fonction
la proximité d'idées. Absolument. Et dans ce que tu dis aussi sur la proximité d'idées, peut-être que ça veut dire aussi que les catégories qu'on utilise, par exemple de progressiste conservateur, peut-être que l'effort qu'on doit faire, c'est de pas tomber dans la polarisation, qui est l'obsession actuelle de notre société, mais qu'en fait, ce sont peut-être deux pôles qui sont un petit peu sur une ligne qui est opposée, mais dans laquelle justement il y a une ligne entre les deux. Et que voilà, sur ce sujet-là, je suis quand même plus conservateur que certains. Et sur un autre, je suis peut-être pas progressiste, mais je suis plus à la gauche que d'autres. Et c'est peut-être en réfléchissant comme ça aussi, en disant ok, je suis plus conservateur sur ce sujet-là que sur un autre. Et en fait, je pense que si on fait l'examen honnête de nos théologies, de notre éthique, il y a toujours des sujets sur lesquels on est plus conservateur entre guillemets que sur d'autres. Et ce qui est intéressant de se demander, c'est aussi par rapport à qui. Et ça, tu le dis un petit peu, ou peut-être c'est sous-entendu ce que tu dis, Fred, mais si je suis conservateur, c'est que si on me donne l'étiquette, c'est que je suis du coup à la droite de quelqu'un. Si c'est moi qui me la donne, c'est que quelqu'un est à ma gauche. Et en fait, on réagit toujours un petit peu comme ça. Et du coup, par rapport à qui est-ce que je dis que je suis conservateur? Ça m'aide aussi à clarifier les choses, dire quand je dis ça, moi-même Yannick, je réagis à quoi quand je dis conservateur? Et peut-être que la manière dont moi je le dis, et je m'associerai au terme conservateur, ce serait un petit peu différent que pour Pascal, pour toi Fred, pour mon collègue Pierre Chauvin ou certains de mes étudiants. Quoique mes étudiants sont encore dans le schéma plutôt conservateur libéral que conservateur progressiste. Mais bon, même pour eux, libéral, ça veut dire quoi? Je me bats parfois un petit peu avec eux parce que pour eux, ça veut tout et rien dire. Et j'ai un étudiant qui, à un moment donné, alors il y a un petit moment déjà, mais si on n'interprète pas la Genèse en 6 jours de 24 heures, on est libéral. Et donc, pour moi, c'est un petit peu l'exemple typique du je mets une étiquette sur quelqu'un parce que justement, c'est à l'extérieur de moi. En fait, ça veut dire qu'il faut aussi avoir l'honnêteté, pas qu'intellectuelle, mais théologique et spirituelle, de vérifier, est-ce que quand quelqu'un est progressiste, il croit vraiment ce à quoi j'associe moi le terme progressiste. Parce que si ça se trouve, oui, mais si ça se trouve pas du tout. Donc, c'est en fait, je peux pas aimer un frère ou une sœur en Christ si je lui mets une étiquette dessus qui colle pas du tout à la réalité. Et du coup, ça veut dire, comme tu dis, frère, peut-être que parfois on se retient un petit peu. Il me semble que là, on est plutôt dans un mouvement entre guillemets progressiste. En tout cas, sur ce sujet-là, il me semble qu'en fait, ils sont plutôt progressistes que conservateurs. Là, déjà, on qualifie un petit peu. On résiste à la polarisation actuelle. Ça, c'est un autre truc qui m'est cher en ce moment. C'est vraiment de résister à cette tendance sociale et comment on résiste à la manière dont la culture nous pousse à être à son image. Et donc, il faut trouver ces moyens de résister là. Parce que sinon, en fait, on est transformé à l'image de la culture, qu'on soit évangélique conservateur ou évangélique progressiste. On va être transformé à l'image de la culture. Et je pense que, vu la culture actuelle, personne ne veut trop ça. Un point d'accord entre nous tous. Oui, mais c'est sûr que je pense que c'est important d'être nuancé. Il faut être capable de pas juste étiqueter tout le monde en présumant qu'on sait ce que les gens pensent et d'être ouvert au dialogue. Mais j'ai l'impression que parfois notre souci de vouloir être si nuancé et d'éviter d'être nous-mêmes étiquetés peut devenir problématique. Alors que l'Écriture nous dit que le monde va nous calomnier et que ce qu'on doit dans ces cas-là, c'est qu'on ait des bonnes œuvres à montrer, que là même ils nous calomnient. Finalement, ils ont présumé qu'on était des espèces de bigots religieux étroits d'esprit qui sont racistes ou tout ce qu'ils imaginent de pire qu'ils associent avec le conservatisme, mais qu'ils soient un peu réduits au silence en voyant nos bonnes œuvres. Donc, c'est pas... et j'ai l'impression que si on veut
tellement éviter l'étiquetage ou nous-mêmes d'être étiquetés. On va se désolidariser peut-être de certaines causes qui sont mal vues parce qu'on se dit les gens vont nous réduire dans une catégorie et on ne voudra plus embrasser telle ou telle cause parce qu'on ne veut pas être associé à. Et sans que je sois tout à fait dans la même mouvance que eux, je pense à la tribu là, de Doug Wilson, de Jeff Durbin, que je vois un peu comme des chrétiens qui sont engagés dans la guerre culturelle, là, dans cette espèce de bataille du bien et du mal sur la place publique, que beaucoup des chrétiens évangéliques, on veut un peu rester en retrait parce qu'on ne veut pas se faire identifier comme des chrétiens nationalistes, des homophobes, des misogynes, des racistes et ainsi de suite. Et je ne pense pas que ces gens-là sont ça, mais ils ont accepté l'étiquette pour faire cette bataille-là. Et je sens un peu des fois que notre souci des nuances nous amène à être un peu pleutre, un peu drabe, puis qu'on devrait avoir peut-être un petit peu plus de courage, foncer dans le tas. Puis, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tension entre la précision théologique là, qui est importante, mais que finalement, on doit pas mettre la lampe sous le boisseau. On doit... le monde va mal nous percevoir jusqu'à ce que Dieu leur donne des yeux pour voir. Et que... c'est ça. Je lance un petit peu là, les idées qui me traversent l'esprit, là, mais j'entends ce que tu dis, hein, Yannick. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste utiliser le langage sans prudence, mais n'ayons pas peur d'être identifiés avec ce que nous ne sommes pas exactement et puis de chercher à ensuite nuancer et que les gens comprendront peut-être après coup, même si tout le monde ne comprend pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le danger que tu évoques, hein, je pense qu'il est réel. Je pense que c'est peut-être encore plus le cas. Alors, je connais pas beaucoup le contexte québécois. Je sais que le contexte laïque québécois est un petit peu chaud en ce moment. Moi qui pensais que le contexte laïque français était en tout cas le plus contraignant, mais je m'aperçois que c'est pas forcément le cas, ou que en tout cas du côté du Québec on rattrape le retard. En fait, c'est un vrai danger. Je pense que dans le mouvement évangélique français en particulier, alors là, je suis un petit peu polémique peut-être dans ce que je vais dire, mais le mouvement évangélique français m'a toujours donné l'impression ces 10 dernières années de chercher la reconnaissance, y compris sociale, y compris par les autorités civiles. Être reconnu par les autorités civiles, en soi, c'est pas négatif. La question, c'est jusqu'où est-on prêt à aller? Et est-ce que c'est un but en soi? Et ce désir d'acceptabilité, il y a comme un petit complexe d'acceptation par rapport au mouvement luthéro-réformé représenté par les PUDF par exemple, par rapport au catholicisme. Et j'ai l'impression que là on est dans une recherche d'acceptabilité qui pourrait, donc je conditionne, facilement dire ok, on est évangélique mais on est gentil quand même. Et là, pour être encore plus polémique, ces 2-3 dernières années, j'étais assez pas très satisfait par la tendance qu'on a naturellement en tant qu'évangile français à dire je suis évangélique et immédiatement, mais pas américain. Bon, surtout pas américain. Est-ce que dans un certain sens, en faisant ça, on dit, eux, c'est des mauvais évangéliques, hein, c'est pas les vrais évangéliques. Moi, je suis un vrai évangélique, parce que je suis évangélique français. Je suis posé, je suis pas extrême, je suis pas blablabla, blablabla. Est-ce qu'en faisant ça, on ne refuse pas, dans un certain sens, notre catégorie évangélique, en disant, encore une fois, les catégories, hein. Eux, c'est les méchants, c'est les évangéliques américains, nous, on est les gentils, on est les bons élèves, hein, regardez comme on est bons citoyens, etc. Ouais. Et du coup, il y a toujours on se cache derrière une étiquette pour justement pas assumer une identité qui, oui, tu as raison, sera mal comprise. Et ça, c'est toujours, encore une fois, c'est l'ambiguïté du langage.
chrétien, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont mal comprendre ce que c'est. Évangélique, conservateur. Ça, c'est inévitable. C'est pour ça que, alors peut-être que je suis la branche sur laquelle je suis assise, mais il y a la réaction inverse qui est en fait de refuser toute étiquette. Aussi dans le mouvement évangélique, hein, j'ai lu à l'occasion un article ou un article de blog, dire bah, voilà, en fait il faut pas faire d'étiquette, c'est pas utile. Si, moi je pense que c'est utile et nécessaire, mais comment on l'explique et comment on le vit. Et à un moment donné, si on n'accepte pas d'être étiqueté, alors on devient personne. Hein. On est confondu dans la masse de quelque chose qui veut pas dire grand-chose. Donc oui, il faut prendre le risque d'être étiqueté, mais il faut que le terme dise quelque chose. C'est plutôt ça pour moi. Il faut que le terme dise quelque chose et qu'on arrive à reconnaître quelque chose. Alors peut-être pas tout le détail, sans mettre 15 termes théologiques, mais qu'on puisse dire quelque chose là-dedans quand même, pour justement pouvoir se positionner. Sinon, on se positionnera jamais. Quel que soit le sujet, que ce soit un sujet de théologie, et donc du coup, si un jour il y a quelques questions dans le monde évangélique sur l'inspiration de la Bible et notamment des textes originaux, on se cachera derrière le. Alors je sais qu'en cours, j'ai la réputation de faire ça, je fais attention, mais des étudiants s'en moquaient un petit peu gentiment, hein, mais j'avais souvent l'habitude de répondre en disant oui, enfin vous savez, c'est plus compliqué que ça. Et un étudiant, une fois, a réagi, un étudiant que j'aime beaucoup et qui est dans mon groupe d'accompagnement depuis 5 ans, donc on se connaît très bien, et qui dit Yannick, c'est toujours plus compliqué. À quel moment on peut dire que quelque chose est clair? C'est un petit peu ça, d'une certaine manière, Pascal. Et c'est une absolument une bonne question. Et en fait, il faut pouvoir oser aussi. Et si à un moment donné on prend pas position, et là je prends l'expression prendre position dans le sens le plus fort du terme. Ça aussi, c'est une expression qu'on utilise. Hein. Mais affirmer quelque chose, dire ok, là, c'est ma position. Je m'associe à ce mouvement-là. Je suis pas d'accord avec tout le monde, mais dans la direction générale dans laquelle on va, j'y vais. Un truc qui me fait réfléchir par rapport à... Donc, Yannick, je suis un théologien conservateur, très bien. Comment je le montre et comment je le vis? C'est ça aussi qui m'intéresse. Et là, on rejoint un petit peu le thème de la théologie publique auquel je m'intéresse beaucoup. Hein, c'est la voix du chrétien dans la sphère publique commune à toutes les personnes qui soient bouddhistes, athées, etc. Et moi, je suis de plus en plus convaincu que si notre théologie, entre guillemets, évangélique conservatrice se veut la plus biblique possible, alors elle sera aussi pour le bien de tous. En fait, si c'est une théologie qui est la plus biblique, c'est une théologie qui vient de qui Dieu est, qui est rédempteur, qui est créateur, qui va restaurer le monde. Et en fait, on devrait pouvoir montrer que notre théologie conservatrice, si elle est contre telle ou telle chose, c'est pas parce qu'on est des réactionnaires bornés, c'est parce qu'en fait, c'est pour le bien des autres. Et donc, même le rejet du changement de genre pour trop facile, c'est pour le bien des personnes. Et je pense que l'un des enjeux du mouvement conservateur, c'est de montrer qu'en fait, ce conservatisme-là, il est pour le bien commun. Il n'est pas simplement théologique, il est aussi pour le bien commun. Et je pense que vraiment, la différence, elle se fait là. Et ça aussi, je le tiens de Pierre Berthoud, hein, mon professeur d'apologétique, qui, quand j'étais encore étudiant, disait, voilà, il n'a aucun problème à expliquer un pro-avortement, que lui, il est très, entre guillemets, maintenant on dirait donc conservateur, mais qu'en fait, c'est pour le bien des personnes. C'est pas parce qu'il est contre le droit ou le corps des femmes, c'est qu'en fait, justement, il est encore plus pour la dignité des femmes. Alors que souvent, c'est conservateur, il est moins. Si on est contre l'avortement, c'est que vous n'êtes pas pour la liberté des femmes. Et Pierre Berthoud, sa réflexion, c'est si ma théologie est bonne, en fait, je suis encore plus pour la dignité de tous. Je suis encore plus pour la liberté de tous. Mais justement, de tous, et pas de certains et pas des autres. Et voilà, j'étais étudiant, donc ça fait 25 ans, ça m'a marqué ça aussi. Et je m'en suis rappelé là récemment en réfléchissant à tout ça. Si ma théologie se veut être le reflet du Dieu de grâce et de compassion, alors elle est bonne pour tout le monde.
Mais comment je le montre? Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, même pour ceux qui sont à l'opposé progressiste de moi. Et c'est bon pour eux. Et bon, ben, je sais pas comment faire en pratique, mais je pense que là, il y a un réel enjeu de visibilité, de dire que il y a des choses qui paraissent réactionnaires, mais qui en fait sont profondément belles, justes et bonnes. Ouais. Il y a quelques années, Kevin DeYoung avait publié un article sur quand il était encore avec Gospel Coalition. Ça s'intitule Why Reformed Evangelicalism Has Splintered Four Approaches to Race, Politics and Gender. C'était pendant la COVID où les évangéliques étaient très divisés. Et il classe les évangéliques en quatre catégories avec des termes qui sont positifs pour définir un peu chaque tendance. Les contrits, les compatissants, les prudents et les courageux. Avec finalement de gauche à droite là, du spectre et comment il y a des clashs internes. Je mettrai l'article en lien pour ceux qui veulent le voir, mais c'est une réflexion que moi j'avais trouvé très utile pour comprendre pourquoi il y a des tensions internes. Qu'est-ce que chacun peut mettre de l'avant en termes un peu d'identification avec les courants politiques et comment on les associe à la fois chrétienne, à certains pans de la foi chrétienne, et pourquoi est-ce qu'à l'intérieur même du christianisme, il y a des gens qui sont aux opposés et qui peuvent même pas se reconnaître comme des chrétiens. Donc, pour la petite histoire, moi, je me vois comme dans le camp numéro 3, là, les prudents, qui sont un peu en dialogue avec le centre-gauche et l'extrême droite dans le spectre politique. Mais quelqu'un me l'a renvoyé récemment, là, je l'avais lu il y a quelques années, et puis je l'ai relu, et puis ça m'a aidé un peu à comprendre le moment culturel là, que nous vivons. Mais ce que je retiens, en fait, c'est que il faut éviter que notre langage et nos étiquettes deviennent des barrières. C'est utile d'identifier, mais il ne faut pas se camper dans des positions. Il faut garder cette espèce de posture comme avec Christ lui-même, où il peut reprendre ses adversaires, les désapprouver, mais aussi leur tendre la main, ouvert à dialoguer, ouvert à ce qu'on puisse débattre d'idées, redéfinir ce qu'on entend dans les idées qu'on défend, ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on veut dire, et chercher à atteindre le plus de gens possible sans faire de compromis sur la vérité, mais sans non plus refuser d'incarner, de défendre les vérités qu'on est appelé à défendre pour le royaume. On dînait de nouveau, déjà ça met l'ambiance. Bip souligné, stabilo en cadence. Main levé, regard sage, sourire en façade. Pasteur en mode coach, dimanche en parade. Et au lieu de bière, prière, au lieu de bruit, frère sois béni, puis le groupe te poursuit. Ils viennent pour la nuit, repartent avec le plan. Et 3 versets récités comme des mots de clan. Le café est tiède, la foi elle fait la queue. Les blagues sont carrées, les témoins sont heureux. Entre le amen franc et le alléluia, y'a 1000 étiquettes qui collent à leur pas. Trop sage, trop chaud, trop doux, trop haut, trop carré, trop vrai, trop sérieux, trop de mecs. Évangélique, on dit ça vite, ça fait électrique. Évangélique, le meilleur, le pire, le drôle, le magique. Évangélique, ça plie, ça rit, ça juge un peu, c'est pratique. Évangélique, tout le monde a son mot, tout le monde a son tic. Tout le monde a son tic. Tu les veux près de toi quand la vie se casse. Ils chantent dans le noir, ils tiennent la place. Mais parle de plaisir et là ça se compte comme si chaque sourire devait rendre. Alors, je vous rappelle que cet épisode est présenté en collaboration avec Publications chrétiennes, qui vous recommande justement ce livre de Kevin DeYoung et de Greg Gilbert. Quelle est la mission de l'Église? Ça touche un peu à des questionnements qu'on a soulevés aujourd'hui. Est-ce qu'on est plus appelé à avoir un engagement social, politique, ou seulement prêcher l'Évangile? Donc, est-ce que c'est juste une mission de proclamation ou de bonnes œuvres également? Et puis, la terminologie qu'on emploie. Alors, un livre aussi qui est très utile dans ce sens-là. Alors, on vous le recommande.
Fred, parle-nous du camp Théo-Sud qui vient prochainement et auquel tu participes chaque année depuis son commencement. C'est la 7e édition, je crois. Alors, moi, j'ai participé à partir de la 2e édition et depuis, et oui, on va avoir la 7e là cet été. C'est l'avant-dernière semaine du mois d'août. Donc, il faut aller sur le site de Matania, où vous tapez Théo-Sud, ou vous tapez Matania sur Internet, et vous allez trouver donc ce camp qui s'adresse aux 18-35 ans et plus, mais le cœur de cible, c'est vraiment les 18-35 ans, et qui propose une petite semaine du dimanche au vendredi, donc c'est un petit peu moins d'une semaine, un tarif très très avantageux, dans un cadre magnifique, avec un temps de détente, de loisirs, dans un site au milieu de la nature qui est extraordinaire, au pied de la Sainte-Baume, non loin de Saint-Maximin, dans le Var, et pas très loin de la mer, et au cœur de la Provence, pour ceux qui apprécieront, et en même temps avec beaucoup de moments où on est confronté à la parole de Dieu, avec des prédications suivies. Cette année, ce sera sur la Genèse, le récit des origines, Genèse 1 à 12, et puis des ateliers en petits groupes. Donc il y a des prédications en plein air où tout l'effectif du camp est réuni, et ensuite, en fonction des intérêts de chacun, possibilité de s'inscrire dans des ateliers, plus des entretiens qui peuvent être sollicités, puisqu'on vit ensemble pendant une semaine sur le lieu et qu'on a l'occasion d'échanger les uns avec les autres. C'est vraiment un moment à la fois bienfaisant, reposant, stimulant, et je vous encourage, si vous êtes dans cette tranche d'âge, à venir tester la formule. Cette année, l'orateur invité, en dehors des permanents dont je fais partie, sera Joël Favre, qui est pasteur réformé baptiste dans la région de Grenoble. C'est pas tout à fait Grenoble, j'ai oublié le nom de l'endroit où il est pasteur, c'est un petit village, mais c'est pas loin de Grenoble. Et donc c'est un excellent pasteur et prédicateur, et vous allez vous régaler à l'entendre, non seulement lui, mais également tous les autres, je l'espère. Il y aura bien sûr, comme chaque année, un moment aussi où on aura des interventions des collègues de Yannick, de la faculté Jean Calvin, donc Jean-Philippe Bru et Pierre-Sauvage Chauny, qui viendront aussi prendre leur place dans le programme prévu. Il y a un programme musical aussi qui est assuré, et tout ça, c'est coordonné par Sam Pérez et son équipe, qui a vraiment un savoir-faire qui s'affine d'année en année. Alors, je vous le recommande également. J'ai eu l'occasion d'y passer il y a 2 ans et j'ai beaucoup apprécié. Yannick, la faculté Jean Calvin offre pas de cours d'été, je crois, mais est-ce que tu veux nous donner quelques nouvelles de la faculté et pour ceux qui voudront en savoir plus? Avec plaisir. En fait, la faculté ne fait pas de cours d'été, mais il y a toujours possibilité de prendre des cours à la carte, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la théologie, qui se disent, tiens, je ne connais pas, par exemple, j'aimerais découvrir un peu plus le livre de l'Apocalypse. Donc, on donne cette possibilité-là de le faire en solo, tranquille, à son rythme, sans stress de lecture ou d'examen. Donc ça, c'est faisable aussi. La fac, enfin, on est très reconnaissant pour toutes les invitations qu'on a, donc notamment Théo-Sud, auquel on va là, donc ça sera la 3e année. C'est à côté, donc le cadre est vraiment, encore une fois, génial. Donc la fac est en pleine évolution. On essaie toujours de trouver les moyens nouveaux de servir l'Église, puisque finalement on n'est pas là du tout même pour simplement faire du chiffre d'étudiants. On aurait 300 étudiants si on n'a pas une vocation à servir l'Église. On aurait 300 étudiants pour rien en fait. Tout ce qu'on fait est dirigé vers le service de l'Église. Donc on essaie d'entendre, d'écouter et de s'adapter à ces besoins-là. C'est ce qu'on veut faire. Une des nouveautés pour septembre, ça va être le lancement d'un certificat d'apologétique. Donc un certificat qui peut faire 1 an si on est à plein temps, sinon on prévoit plutôt sur 2-3 ans pour des personnes qui travaillent à côté, et dans laquelle il y a une bonne dose de cours d'apologétique et aussi un projet pratique qu'on peut faire avec son pasteur, son église locale, un ministère en ligne, un ministère étudiant. Tout est envisageable. Et en fait, on essaie de proposer cette petite formation pour dynamiser justement la parole chrétienne, qui est une parole de grâce et de compassion.
Bien, merci à vous deux pour votre participation d'aujourd'hui, des bons échanges. J'espère que vous aurez apprécié, chers auditeurs. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des invités à proposer, vous voulez réagir, à envoyer des questions à mes invités, je vais leur acheminer. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Cette année, on fait la Genèse, les origines. Les 12 Ah. premiers chapitres en survol. OK. Mm. Excellent. Est-ce que la faculté Jean Calvin, elle est... comment dire? Conservatrice. Elle est plutôt conservatrice. Ah oui, sur la Genèse. Conservatrice, voilà. C'est bien. Je dois faire une émission. Là, C'est sur, un terme qu'on a encore le droit d'utiliser avant ce podcast, mais qu'on n'aura plus le droit d'utiliser après. Oui, c'est ça. La police de la pensée. Tout à fait. Mais là, il faut que je fasse la suite en disant OK, mais du coup, si on ne dit pas conservateur, on dit quoi? C'est ça. On dit conservateur progressiste. Là, il y avait un parti, le parti politique conservateur au Canada pendant plusieurs années avant Stephen Harper, qui a été premier ministre, s'appelait le Parti conservateur progressiste. Ah, ils vivent la tension. Hein. Ben, c'est ça, c'est qu'un conservateur, c'était associé à ça. Donc, c'est devenu avec le temps un parti un peu plus conservateur fiscalement, mais pas très conservateur moralement, socialement.